Moi aussi, je me suis déjà dit ça. Il y a une finalité à ce truc-là. C'est pour ça que je lis des livres. T'as envie de chialer? Bonjour et bienvenue au Manoir de l'Imaginaire. On se retrouve aujourd'hui pour faire le bilan de mes lectures de février 2026. Alors j'ai essayé de changer un petit peu de décor. Je me suis dit peut-être un truc un petit peu plus nature pour le printemps qui arrive. Ça pourrait être sympathique. Vous me direz ce que vous en pensez. Moi j'aime bien, je suis bien là. Je suis calée sur le canapé. C'est hyper confort. Je peux vous parler pendant des heures. Mais c'est pas ce qui va arriver, rassurez-vous. Déjà, on va tout de suite mettre fin au suspense. Mais quel suspense! Ma pile à lire que je vous avais fait pour le challenge Petit mois, petite lecture est complètement décorative. Voilà, je n'ai absolument pas lu cette pile à lire là. Je crois que je fais partie de ces personnes qui aiment bien faire une pile à lire. Voilà, c'est tout, ça s'arrête là. J'ai lu 22 livres ce mois-ci, il y a absolument tous les formats. Plutôt que de vous faire une partie roman, une partie manga, une partie BD, je me suis dit que j'allais tout vous faire dans l'ordre chronologique de lecture. Sachez toutefois, et j'attire votre attention là-dessus, que je fais toujours la description, c'est-à-dire que je mets tout le temps les chapitrages. Donc s'il y a un livre ou un genre de livre que je vous présente qui vous plaît pas, vous pouvez switcher et passer à un livre qui vous intéresse. En février, j'ai lu Meurtre dans le Décagone. C'est une série de mangas de Aya Tsuji qui est publiée chez Pika. Normalement, on a 5 tomes et ce mois-ci, moi, j'ai lu le tome 1 et le tome 2. Dans ce manga, nous suivons un groupe d'étudiants qui font tous partie du même club d'amateurs de romans policiers et qui décident de faire une espèce de petite sortie scolaire de club sur l'île de Tsunojima. Ce n'est bien évidemment pas une destination qu'ils ont choisie au hasard, puisqu'ils vont y loger dans le Décagone, qui est un lieu avec une architecture assez étrange, atypique, dirons-nous, et le propriétaire du Décagone est décédé dans un incendie il y a 6 mois sur cette île. Une fois sur place, ils vont être confrontés à une mystérieuse découverte puisqu'ils vont tomber, enfin c'est voulu je pense, sur des plaques, comme les plaques qu'on a sur les portes des bureaux des gens, en mode avec le nom et leur fonction, par exemple le directeur machin, tout ça, sauf que sur ces plaques-là, il y a écrit « Victime, détective, coupable ». En parallèle, nous allons suivre une ancienne membre du club qui, elle, va recevoir une lettre de l'ancien propriétaire du Décagone. Donc, je le rappelle, il est censé être mort, le monsieur. On est ici sur une double enquête et c'est excellent. Je me suis régalée, j'ai hâte de connaître la suite. Ça ne saurait tarder, de toute façon, je les ai déjà sur ma liseuse. À ce stade-là, je trouve tout ce qui se passe extrêmement mystérieux et j'ai absolument zéro théorie. Ce que j'aime beaucoup dans ces mangas-là, c'est que c'est pas tiré par les cheveux. Tout a un sens, tout a vraiment un sens, même si là je ne comprends pas forcément toute l'étendue du truc. Je sens, j'espère que ça va être un gros plot twist à la fin. C'est gore quand même un peu, c'est violent, mais on fait vraiment face à un récit intelligent, où tout a vraiment un but. Et pour ne rien gâcher, on a des dessins qui sont absolument magnifiques, avec un trait appuyé, vous voyez, qui sont parfaits pour cette histoire-là, ils font totalement écho à l'histoire. Ensuite, j'ai lu Rupture, Tarot et Confiture de Céline Olinsky, publié chez Larousse. Je vous ai présenté ce livre dans mon book haul de janvier. C'est un tome 1 d'une saga qui s'appelle Camille, ou Les Aventures de Camille, je ne sais plus. On y suit Camille qui est une réalisatrice trentenaire qui va être larguée par Eric. Sauf qu'après, par la suite, après ce largage, elle devient légèrement l'ex toxique. Elle se dit « Tu vas me le payer, Eric. Non mais pour qui tu te prends ?» Elle se vénère un petit peu et elle décide de devenir une hateuse sur Internet. Elle se dit « Bon, ok, c'est quoi, je vais lui faire du mal, mais un peu en retrait. » Donc, elle décide de mettre des petits commentaires, tout ça, bref, de lui faire du mal autrement puisqu'elle veut se venger. C'est une lecture très légère et c'est un véritable page-turner. Il est pas non plus extrêmement fin. Franchement, je l'ai totalement dévoré. Céline Olinsky, elle a une plume qui est très drôle et je pense même que le terme ici, c'est rafraîchissante. Elle s'en fout. En fait, on est dans la tête de Camille et les pensées de Camille, elles sont ouh. Voilà. Mais je pense que c'est ça aussi qui fait la force de ce livre dans le sens où c'est des pensées qu'on pourrait tous avoir, honnêtement. Pas toutes, parce que vraiment des fois elle part très loin, elle va pas bien du tout, hein, Camille. Mais il y a plein de pensées qui sont des pensées qui ont pu traverser la tête de plein de gens
Et je trouve que ça, c'est une grosse force parce que c'est un personnage auquel on peut vraiment s'identifier. Des fois, t'es là, bah oui, moi aussi, je me suis déjà dit ça. Je pense honnêtement que je vais lire la suite. Je vais lire la suite, mais c'est plus une lecture que je me garderai sur un transat. Vous voyez, étant donné qu'il n'y a pas vraiment d'intrigue folle, il n'y a pas vraiment de choses complexes, c'est le genre de lecture pour un petit après-midi sur un transat. Bon, pour moi, ce sera à l'ombre. Je déteste être exposée au soleil. Alors, je trouve le personnage de Camille vraiment psychologiquement développé. On sent qu'il y a un travail en amont qui est fait. Elle est un peu timbrée, mais justement, je sais pas le terme. Le timbrage. Enfin, la façon dont elle est timbrée est extrêmement crédible. Ensuite, j'ai lu le premier tome de First Job New Life de Yoko Nemu aux éditions Kana. C'est une série de 4 tomes et je vous avoue que je ne sais pas si je vais lire la suite. Pour l'instant, je suis assez indécise. Je dirais non. Là, actuellement, j'ai pas envie de lire la suite. On y suit Tama qui vient tout juste de terminer ses études et qui cherche un travail en tant que graphiste. Elle va finalement être embauchée dans une grosse boîte et va être plongée dans le monde du travail, quoi, avec là, pour le coup, des horaires à rallonge, des deadlines impossibles à tenir, tout ça, enfin, le côté bof du travail. Là, peut-être, il y en a certains qui se disent « Mais Katia, pourquoi est-ce que tu allais lire ça ?» Parce que j'en ai déjà parlé à un moment, mais je sors tout juste d'un épuisement professionnel et je me suis dit « Tiens, et si t'allais lire le manga qui raconte l'histoire d'une fille qui va potentiellement finir comme toi ?» Oh, c'est pas vrai! Ouais, finalement, c'était quelqu'un qui essayait de me vendre le truc en plus, alors je suis ravie. Donc, dans ce manga-là, les choses se déroulent d'une façon très rapide. Enfin, ça part dans tous les sens. Il y a plein de choses qui se passent qui ont aucun intérêt, je trouve. Peut-être que c'est voulu, hein, ce truc de tous les sens, en mode comme ça, c'est bien un truc stressant, quoi. On ressent le stress de la personne. Mais là, j'étais en mode, mais qui efface? Mais elle va où, là, et pourquoi? Mais il y a une finalité à ce truc-là. J'ai trouvé les personnages extrêmement superficiels. Ils sont totalement survolés. Ils ont aucune profondeur. Je m'attache à personne là-dedans, vraiment. Hein. Pourtant, ils sont très nombreux. Je me suis attachée à aucun. Je suis même incapable de vous dire le prénom d'un des personnages. Bon, à part, du coup, celui que je viens de vous donner avant, que j'ai déjà oublié d'ailleurs. S'il y en a parmi vous qui ont lu la suite et qui peuvent me donner leur avis, je suis preneuse. Parce que peut-être que là, c'était juste l'installation. Enfin, je vous avoue que là, je suis pas du tout installée. J'ai même pas mis une tente. J'ai pas planté un piquet. Mais on sait jamais. Ensuite, j'ai lu Shisako Garden de Yuki Kodama aux éditions Vega Paris. Si je dis pas de bêtises, on est sur un one-shot et là, j'ai trop aimé. D'ailleurs, si vous êtes un mood reader, ce manga, il est parfait pour le printemps. Vraiment. Je pense il se prête totalement à cette saison-là. C'est un recueil de 5 histoires qui parlent de Shisako. Les Shisako, ce seraient des petits êtres qui vivraient autour de nous, mais qui ne seraient visibles que par des êtres purs. Du coup, je ne les vois pas. C'était une lecture très douce, une lecture pleine de poésie. Vraiment, j'ai passé une petite soirée comme ça à le lire. J'étais tellement dans un mood douillet, magique même, parce que finalement, il n'y a pas de grosse intrigue. On suit tout simplement l'évolution des Shisako autour de nous. Mais c'était trop mignon. J'ai lu L'œil du loup de Daniel Pénac, publié chez PKJ. Donc lui, pour le coup, je l'avais mis dans l'appli à lire Petit Mois Petite Lecture, puisqu'il est très petit, très petit, très petit. 96 pages. Mais alors, 96 pages puissantes. Pendant tout le livre, on va suivre un dialogue entre un loup et un enfant. Et c'est vrai que c'était déjà l'info que j'avais de base. Et je me suis dit, ok, pour le coup, comment est-ce qu'un dialogue tient 96 pages? Eh bien, figurez-vous que c'est juste parfait. Le rythme est parfait. Enfin, il se dévore totalement. Bon, déjà parce qu'il est court, mais parce que le livre nous happe complètement. J'ai été happée, je l'ai ouvert et puis je l'ai fermé. À la fin de ma lecture. Je l'ai pas posé, entre-temps, rien. C'est un livre qui va parler d'empathie, c'est un livre qui va parler d'identité, de survie, de résilience, de famille. Ça aborde plein de sujets. Finalement, en si peu de pages, on a plein de sujets qui sont abordés et ils sont même pas abordés d'une façon qu'on pourrait penser superficielle au vu de la taille. Non, vraiment, c'est abordé. Vraiment, si vous avez l'occasion de le lire, mais foncez. Là, ce livre-là, je le ferme. À chaque fois, je vous montre en mode, vous avez vu, il est très court. Il faut le lire. Il est très court. Vous pouvez le lire en vous douchant.
Mais après, le papier est mouillé. Mais si vous avez l'occasion de le lire, franchement, allez-y. Quand je l'ai fermé, je me suis dit, voilà, c'est pour ça que je lis des livres. Par la suite, j'ai lu un autre one-shot. Il s'agit de Instant d'après de Daisuke Imai, publié chez Komiku. On est là aussi sur un recueil d'histoires courtes qui a un mood un petit peu à la série Black Mirror. Donc des concepts avec des évolutions technologiques et leur impact sur nos vies. Je vais vous faire quand même un petit résumé d'une des histoires pour que vous puissiez vous rendre compte un petit peu du truc. Chaque lundi, on reçoit tous des points qui vont nous permettre d'augmenter nos chances d'accomplir des actions. Donc gagner au loto, ne pas arriver en retard à tel ou tel rendez-vous, enfin voilà. Mais tous les lundis, on a un certain nombre de points et on peut les dépenser dans la semaine. On va avoir des gens qui vont tout dépenser d'un coup ou on va avoir des gens qui préfèrent dépenser petit à petit. À savoir que plus vous dépensez de points, plus il y a de chances de réussite finalement, de chances d'avoir de la chance en fait, et on n'a pas tous le même nombre de points. Voilà. Il y a plusieurs facteurs qui font que les gens n'ont pas le même nombre de points à disposition pour la semaine. Franchement, c'était une bonne petite lecture. J'ai lu ça un soir comme ça, j'avais envie de quelque chose un petit peu plus science-fiction. De toute façon, c'est un thème qui me fascine, moi. Ce truc de prendre des évolutions et de se dire, bah tiens, voici ce qui pourrait arriver finalement avec cette évolution, voici comment est-ce que les humains pourraient finir par se comporter. Tout ça, c'est un côté très très fascinant. Et je pensais pas tomber sur ce genre de concept-là dans un manga. D'ailleurs, si vous connaissez des mangas un petit peu dans ce mood-là, je suis mais 1000 fois preneuse parce que je me suis rendu compte que le fait qu'il y ait des dessins avec, ça crée une immersion différente quand même. C'est un peu comme... Bah non, j'allais dire c'est un peu comme regarder la série, mais non, du coup. Le fait qu'il y ait des dessins renforce l'immersion dans le côté un petit peu presque angoissant du truc. Parce que, même si ce sont des choses qui ne sont aujourd'hui pas possibles, il est clair qu'au vu de l'évolution actuelle des choses, et de l'évolution future, ça pourrait devenir possible. Ensuite, j'ai lu le premier tome de J'irai te tuer dans tes rêves de Yu Masuko, publié chez Pika. C'est une série qui fait 4 tomes, donc voilà, pour l'instant j'ai lu le 1 et je vais le continuer, de toute façon c'est certain. La sœur du personnage principal a été assassinée il y a 8 ans par 3 adolescents, et du fait de leur jeune âge, ces 3 adolescents, leur identité n'a pas du tout été révélée, ce qui fait que le frère, aujourd'hui, il a aucune idée de qui a tué sa sœur. Dans ce premier tome, il y a donc l'enquête pour savoir qui a tué sa sœur et il y a la mise en place d'une vengeance. Pour le coup, là, c'est vraiment un tome socle, je dirais, une construction de l'intrigue. J'ai beaucoup aimé, sincèrement, j'ai beaucoup aimé. Je me suis dit que ça peut partir quand même très loin. Je sais pas, vu que là, à la fin du premier tome, on sait qui a tué sa sœur, je me dis que la dimension enquête va disparaître. Peut-être, c'est une théorie, et qu'on va faire place à de la vengeance. Donc ma seule crainte, c'est qu'on soit après sur les 3 autres tomes que sur de la vengeance, sur un déferlement de violence. Ceci dit, ça a l'air quand même d'être une vengeance construite. En même temps, il a eu des années pour le faire, mais vraiment très construite et pas juste dans un déchaînement brutal de violence. J'ai lu les 3 tomes de la série Parasite amoureux de Subaru Miyake, publié chez Delcourt. On y suit Kengo, qui est un jeune homme au chômage, et Ijiri, qui elle est une adolescente qui va plus à l'école. Ils vont tomber amoureux, mais ils ignorent qu'ils ne sont que des marionnettes. Ils sont totalement manipulés. Alors honnêtement, j'ai hésité à lire cette série parce que je suis tout le temps gênée lorsque l'un des thèmes, c'est l'amour entre adolescents et adultes. Il s'avère que derrière cette histoire d'amour, il y a vraiment une grosse intrigue. Une très grosse intrigue. Et j'avoue que ce qui m'a donné envie de lire cette série, c'est le côté, ils sont manipulés. Il se passe quelque chose. Il y a quelque chose au-dessus, quelque chose qui les dépasse, qui fait que... Si c'est un thème qui vous inconforte au plus haut point, voilà. Ça reste quand même le noyau du truc. Donc, c'est peut-être pas un manga à lire. Et en fait, je dirais même que pour moi, là, cette différence d'âge, elle n'apporte rien. Dans le sens où, même si c'était des personnes à peu près du même âge, ou en tout cas 2 personnes majeures, l'histoire aurait été aussi bien. Donc je comprends pas trop le choix, bon.
Mais en tout cas, j'ai quand même passé un bon moment de lecture. Ça y est, en février, j'ai donc tenté la lecture des bandes dessinées sur liseuse. J'ai donc lu les 3 tomes de Dans les yeux de Lia par Carbone, publié chez Dupuis. D'ailleurs, au passage, je profite du tome 1 pour valider ma participation au Synesthesia Book Challenge des Fantasy de Bullish pour le mois de février, puisque le thème, ce mois-ci, c'était la couleur rouge. Alors oui, j'avais prévu un autre livre dans ma pile à lire de base du challenge, mais les piles à lire sont faites pour être modifiées. Hein. C'est ce que j'aime à croire. La veille de ses 17 ans, Lia est renversée par une voiture et laissée pour morte. Elle va se retrouver par la suite en fauteuil roulant et elle va avoir aucune idée de la personne qui l'a renversée. Elle ne connaît pas son identité. Aujourd'hui, elle a terminé son DUT carrière judiciaire et elle va décrocher un stage dans un cabinet d'avocats, cabinet qu'elle n'a pas choisi au hasard puisqu'il s'agit du cabinet qui a traité l'affaire lors de son accident. Elle espère donc mener l'enquête et peut-être enfin savoir qui l'a renversée. J'ai beaucoup aimé le tome 1, j'ai beaucoup aimé le tome 2 et j'ai été un petit peu déçue du tome 3. Je trouve que dans les 2 premiers tomes, on a vraiment cette dimension d'enquête avec des indices, des recherches qui sont faites, des pistes qui sont suivies. La dimension d'enquête est très très présente. Dans le tome 3, finalement, on va partir sur la résolution de cette enquête, sur la grande révélation. Et j'ai trouvé que cette grande révélation, elle était traitée d'une façon extrêmement plate. Je parle pas forcément qu'il fallait se retrouver face à de la violence et tout, machin, mais juste à quelque chose d'un petit peu plus approfondi dans le sens où on a passé 2 tomes à faire une enquête, on a la révélation, ok, ça y a pas de souci, hein, je veux dire, on a une question, on a une réponse. Par contre, le traitement de cette révélation, j'étais en mode, ah ouais, juste ça, quoi. Il y a des thèmes tellement durs qui sont abordés, il y a des thèmes tellement importants qui sont abordés, et dans le tome 1 et dans le tome 2, c'est fait vraiment très bien, je trouve. Vraiment. Mais dans le tome 3, c'est un peu survolé. Donc j'étais un petit peu déçue de la fin. C'est une saga inégale qui commençait très fort et qui, je trouve, s'écroule un petit peu. Et si vous vous demandez si c'est pratique de lire une BD sur liseuse, eh bien pas vraiment. Pas vraiment. C'est-à-dire que déjà c'est petit, une liseuse. Les BD quand même, c'est grand, quoi. Donc là, on se retrouve avec des dessins en petit, enfin tout est petit, et puis les couleurs sont ternes. Les couleurs sont trop ternes, ça rend pas du tout justice parce que pour le coup là, on a quand même de super illustrations, c'est vraiment très très beau. En tout cas, ça a l'air. Je veux dire, en soi, les illustrations sont très belles, mais au niveau des couleurs et tout, c'est très très fade sur liseuse. Ensuite, j'ai lu une autrice que je n'avais pas lue depuis des années, alors que je l'adore, cette autrice, vraiment. J'ai lu Miss Crampon de Claire Castillon, publié chez Flammarion Jeunesse. On y suit Suzine qui a ses 2 meilleures amies qui se disputent, et ses 2 meilleures amies vont lui dire « Bah maintenant tu choisis Suzine, c'est elle ou moi ?» En gros, c'est ça. Ça, c'est le truc de base. Après, bien évidemment, il se passe plein de choses et j'ai trouvé ce livre très touchant. Ça parle de la vie, de l'école, de l'amitié, du fait de vouloir parfois peut-être faire ou dire des choses pour être aimé des autres, tout ça. C'est cette quête un petit peu sociale qu'on peut encore plus avoir. Je pense qu'on a une quête sociale toute notre vie, mais je veux dire à l'adolescence comme ça, enfin, ça devient une quête assez centrale. Le fait de vouloir être aimé des autres, de vouloir avoir des amis, de vouloir froisser personne, parce que sinon après on va plus nous aimer, tout ça, j'ai trouvé ça très très bien retranscrit et très très touchant. Il y a aussi un point important qui est abordé, c'est celui de la différence. Et il est abordé d'une main de maître. Mais est-ce que j'en doutais avec Claire Castillon? Pas du tout. Ça fait des années que j'en ai pas lu du Claire Castillon et je me suis dit, oh tiens, elle a fait du jeunesse, alors que je l'avais jamais lu en jeunesse. Moi, je l'ai lu sur des choses beaucoup plus adultes. Mais là, je me suis dit, pour me remettre un petit peu dans le bain, je veux bien découvrir quand même ce qu'elle fait en termes de jeunesse. Et ben c'est incroyable parce que sa plume, qui est une plume vraiment extrêmement mature, qui est une plume poétique. Claire Castillon, c'est très poétique, c'est très imagé, mais c'est très beau. Ben, c'est une plume qui se prête tout à fait aux jeunesses également. Pour vous dire, je n'ai encore jamais trouvé d'écriture plus poétique du quotidien que Claire Castillon. Peut-être un petit peu Mathias Malzieu quand même. Mais Claire Castillon, c'est différent. C'est différent parce qu'on est vraiment sur du quotidien pur. Mathias Malzieu, il y a quand même vachement d'imaginaire. Claire Castillon, c'est... Elle va pouvoir te dire que machin prend sa tasse de café, mais elle va te le dire d'une façon de... T'as envie de chialer. Sur les conseils de mon amie Cyrielle, j'ai lu Une locataire si discrète de Clémence Michaillon, publiée chez Fayard. On y suit Rachel, du moins c'est l'identité qui lui a été donnée.
Rachel, elle a été kidnappée il y a des années par un homme qui est très aimé de la communauté. Le genre d'homme où, vous savez, après, les voisins, ils passent aux infos et ils disent « Ah, mais c'était quelqu'un de tellement gentil, de tellement serviable. C'était un bon voisin. On n'aurait jamais pensé qu'il pourrait faire ça. » Ce que j'ai beaucoup apprécié dans ce roman, c'est qu'on sait tout de suite que Rachel a été kidnappée et on sait tout de suite qui l'a fait. Donc en fait, on va suivre l'évolution du kidnapping, l'évolution de sa vie une fois kidnappée. Et l'évolution aussi de la vie du ravisseur. Ce sont des personnages avec une psychologie très travaillée. Là, vraiment, le travail qu'il y a eu en amont sur ces personnages-là, il est d'une profondeur. J'étais en mode « Ah !» Parce que vraiment, ça se tient, quoi. Tout se tient. Attention, si vous souhaitez lire ce livre, on est sur de la violence physique. Il y a du V, il y a aussi beaucoup de violence psychologique. Tout le long de la lecture, il y a une tension. Même quand il se passe, entre guillemets, pas grand-chose, il se passe beaucoup. J'ai enfin lu le tome 1 de Fourth Wing. C'est un livre de Rebecca Yarros publié chez Hugo Roman. Alors lui, je l'ai lu en lecture commune avec Kamen Books. On va suivre Violette Sorengay qui avait pour vocation d'intégrer le cadran des scribes. Son rêve à elle, c'était de passer le restant de sa vie au milieu des livres. Seulement voilà, étant donné qu'il s'agit là de la fille de la générale, il serait préférable, voire même obligatoire, qu'elle devienne cavalière. Donc déjà, de base, on part sur Violette qui a pas grand chose à dire concernant ce qu'elle veut faire de sa vie. Elle va donc se retrouver à passer les épreuves de sélection pour devenir dragonnière. Donc cavalière, mais genre en mode cavalière sur dragon. Donc dragonnière. Le truc un peu stressant pour Violette, c'est quand même qu'elle a des os très fragiles et qu'il est bien connu que les dragons ne veulent pas se lier avec des personnes fragiles. Je dois avouer que je ne m'attendais pas à ce que ce soit un univers aussi travaillé. Là, clairement, on sent que le world building, il a été intense. Honnêtement, ça aurait pu être un coup de cœur, mais j'ai trouvé qu'il y avait parfois des longueurs. C'est vraiment le seul truc qui en fait pas un coup de cœur. Il y a du smut dedans, et vous savez que de base, moi, j'aime pas trop lire du smut, sauf quand il fait avancer l'histoire, et ici, c'est le cas pour le coup. Tout le smut qu'il y a fait avancer l'histoire. J'ai beaucoup aimé être bernée aussi, parce que j'ai fait plein de suppositions et je me suis tout le temps trompée. Sauf sur un truc, mais bon, ça, c'était tellement logique, enfin, c'était même pas... Je pense même pas que c'était à supposer, c'était un peu sous-entendu. Mais sinon... je me suis trompée tout le temps. J'ai déjà la suite sur ma liseuse, bien évidemment que je vais continuer cette saga. En plus, j'adore les dragons. Ensuite, je vous ai parlé de la plateforme NetGalley sur ma vidéo de la semaine dernière, et grâce à NetGalley, du coup, j'ai pu découvrir La Femme de l'ombre de Laurette Ann White, publiée chez Dark Alley, qui est, il me semble, une collection de chez Bookmark. Ce livre sort le 9 mars, et on est là sur un thriller. On y suit Kit Darling, qui est une femme de ménage à la curiosité maladive, je pense qu'on peut aisément dire maladive à ce stade-là. Elle adore être embauchée chez les gens et répartir son temps entre le nettoyage, puisque c'est son taf de base, et la fouille. Seulement voilà, à force de fouiller, fatalement, elle va tomber sur un très gros secret. Par la suite, arrivera sur une scène de crime une inspectrice qui va être confrontée à une vision assez horrible, puisque vraiment, on sent qu'il y a eu beaucoup de violence dans cette maison. Mais il n'y a pas de corps, il n'y a personne. La maison est totalement vide. C'est un sacré page-turner. J'ai été happée du début à la fin. J'ai pas lâché. On est sur un livre avec deux temporalités, puisqu'on a l'enquête au présent, ce qui se passe là maintenant, et on a des éléments du passé qui sont intercalés. J'ai passé un bon moment de lecture, franchement. J'ai pas du tout vu venir la fin. Donc c'est le signe que ça a bien fonctionné sur moi. Pour ma prochaine lecture, je vous dis le nom directement, parce que là, je sais que je vais recommencer 26 fois sinon. Donc j'ai lu Bluephobia, qui est d'Eri Tsuruyoshi, publié chez Glénat Manga. On est sur 2 tomes qui sont rassemblés en un seul, et franchement, j'ai adoré le concept. L'histoire se passe sur une île isolée, et on va y suivre un homme qui se réveille dans un laboratoire, et sans aucun souvenir. Il va être secouru par une jeune fille dont le corps est teinté de bleu. Ils vont donc tenter de s'enfuir, et ils vont aussi se retrouver face au grand mystère de la maladie indigo. Donc la maladie indigo, c'est une maladie qui transforme le corps humain en saphir de mer. C'est mystérieux, ça aborde plein de thèmes sociétaux, ça parle de différences, ça parle aussi de recherche, d'expérience et des limites de ces dernières. Si vous avez envie de lire un manga qui est original, qui questionne et avec de très beaux dessins, foncez. J'ai lu Là où la mer murmure de Keiko Ishiguchi, publié chez Kana. Eh bien, j'ai été sacrément déçue. L'histoire se passe dans un village italien en bord de mer.
On suit Marina qui, lorsqu'elle avait 3 ans, a failli se noyer. Et elle a été sauvée par sa mère qui, elle, pour le coup, y est restée. C'est du moins l'histoire que lui raconte son père. Je me suis dirigée vers ce manga parce que je me suis dit, oh, trop bien, peut-être que c'est pas du tout ça qui s'est passé, peut-être qu'il y a une enquête pour savoir est-ce que papa dit vrai, est-ce que papa dit faux. Eh bien écoutez, je ne sais pas comment en parler de ce manga parce que je n'ai rien compris. Alors je n'ai rien compris, si, l'histoire en soi, je l'ai comprise. L'enquête et son issue, ok, c'est bon, j'ai pigé, mais c'est tellement brouillon. Ça partait dans tous les sens, mais dans tous les sens. On avait une action qui se passait aujourd'hui, voilà, il y a l'action qui se passe, bon déjà une action assez creuse et qui apporte absolument rien au truc, mais bon, ok, imaginons c'est un peu contemplatif. Puis la page d'après, il y a écrit, enfin la page d'après, attendez, parce que là j'ai tourné dans ce sens-là, mais c'est pas dans ce sens-là les mangas. La page d'après, il y a écrit le lendemain, et là il y a plein de choses qui se passent encore, mais qui ont rien à voir, il y a rien de connecté, enfin c'est lunaire, ça part dans tous les sens. C'est des petites bribes en plus. Parce que vraiment, des fois, c'est une action, ou en tout cas un bout de l'histoire, ça prend une page, c'est pas du tout exploité. Et surtout que bon, pour faire cette petite enquête, là, Marina a trouvé un pote comme ça, là, mais ils viennent tout juste de se rencontrer. Et le gars, il la suit, il y a pas de souci, il a rien à faire d'autre que la suivre, visiblement, dans sa vie. Ils se connaissent pas, il y a même pas de création de lien. C'est extrêmement creux, c'est très pauvre. Le traitement de cette histoire est superficiel, ce qui est dommage parce que l'intrigue, sincèrement, l'intrigue de fond, elle était trop cool. Encore grâce à NetGalley, j'ai pu découvrir La Mélodie des Fous de Johan Ford, publié aux éditions du Gros Caillou. Là, pour le coup, je vais juste vous lire le résumé tellement il est fou. Qui est Émilie Martin? Pour William, écrivain célèbre paralysé depuis un tragique accident ayant emporté sa femme et son éditrice, ce n'est que sa nouvelle infirmière. Mais pour l'inspecteur Bernachot, il s'agit d'une mélodie dissonante dans l'enquête qu'il mène. Au plus noir de la nuit, les langues vont se délier et les vérités se dévoiler. Il ne l'attendait pas, elle avait tout prévu. Je suis assez fascinée par la plume de l'auteur qui, je trouve, a mais merveilleusement bien écrit la folie. Pareil, on est sur un livre avec différentes temporalités, mais elles sont toutes très très bien articulées entre elles. On alterne entre le présent là où Émilie Martin parle avec William, on alterne avec des histoires du passé d'Émilie, des histoires du passé de William qui se racontent, et on alterne également avec l'enquête de l'inspecteur Bernachot. C'est pas un gros livre, hein, il fait 256 pages, mais il est efficace. Franchement, si on cherche à être plongé un petit peu dans de la folie, allez-y. Et enfin, ma dernière lecture de février, c'est en jeunesse. Et lorsque vous allez voir le livre dont je parle, vous allez vous dire, mais ah, tu lis ça, toi? Croyez-moi, je suis la première étonnée. Alors, un peu comme NetGalley, vous avez le site Simplement Pro. Donc, je suis allée m'inscrire sur ce site pour voir un petit peu ce qu'on pouvait me proposer dessus. Et en gros, on a plein d'auteurs auto-édités qui viennent proposer leur SP. D'ailleurs, il y a un petit truc qui m'agace avec ce site, c'est qu'on remplit quand même les genres littéraires qui nous intéressent. Vous voyez, on donne des infos sur ce qu'on lit. Bah, il y en a plein qui tiennent pas compte de ça. Pas du tout. Donc, vous vous retrouverez potentiellement avec des demandes qui sont pas du tout dans votre rayon de lecture. Et en même temps, c'est marqué que je lis pas de ça. Enfin, c'est pas marqué que je lis pas de ça, mais c'est marqué que je lis que ça. Oh, et le que ça, il est déjà immense, oh oui. Après, en vrai, je peux comprendre. Je peux comprendre, on tente, si ça marche pas, voilà. Mais, voilà, je me suis retrouvée avec beaucoup de demandes qui étaient pas du tout dans mon périmètre de lecture. Donc, je m'inscris et très rapidement, on me propose une lecture jeunesse. Donc, ok, pas de souci, je lis de la jeunesse. J'adore ça, d'ailleurs. Et c'est une lecture qui parle de personnes bloquées dans un jeu vidéo. Donc, c'est parfait, ça va totalement avec ma bio. Hein. Pour le coup, j'ai dit que j'adorais les jeux vidéo dans ma bio. Donc, parfait, on est totalement sur le truc. Peut-être faudrait que je vous donne le titre quand même, non? Avant de continuer à parler de ça. Il s'agit de Piégé dans Roblox de Simon Chevalier. Je me suis parlé à moi-même. J'ai dit, Katia, t'adores le jeunesse, t'adores les jeux vidéo. Ça parle d'enfants piégés dans le jeu vidéo. Pourquoi tu refuserais? Et en effet, il y avait zéro raison pour que je refuse. Et en plus, petit détail non négligeable, c'est un jeu c'est un livre qui se déroule dans le jeu Roblox. Le jeu Roblox, j'ai des neveux, enfin j'ai 2 neveux, une nièce, qui me triturent les tympans avec ce jeu. Sauf que moi, j'y connais rien. Et je me suis dit, bah, ça pourrait être l'occasion quand même, bah, de comprendre un petit peu. Qu'est-ce que c'est que ce jeu? Je l'ai lu en une petite soirée. Et franchement, c'était un univers très sympa.
C'est un tome 1 dans lequel on va suivre Max qui est un passionné de Roblox et qui va se retrouver à un moment happé et piégé dans son jeu. Il va devoir y survivre, affronter des monstres, tout ça, et surtout il va s'y faire des amis. Donc ça c'est le petit côté très mignon du truc parce que dans sa vraie vie, Max il a pas vraiment d'amis. C'était un livre plein de jolies réflexions, je pense que pour les enfants ça doit être trop cool de lire ça, surtout si c'est des enfants qui sont passionnés de Roblox aussi. Mes neveux là, ils sont pas trop lecture. Mais si je leur offre celui-ci, si je leur dis regardez, ça se passe dans Roblox, peut-être que ça pourrait débloquer quelque chose. C'est pas négligeable comme truc. Et autre point qui est non négligeable quand même, c'est qu'à la fin, il y a un lexique de Roblox. Tati, elle connaît. Ben oui, Tati, elle connaît. C'en est tout pour mes lectures de février 2026 et je suis très curieuse de savoir quelle a été votre lecture, la lecture qui a marqué ce mois. J'espère que cette vidéo vous a plu, je vous dis à une prochaine au Manoir de l'Imaginaire.